Bonjour et bienvenue à cette petite conférence sur l'implantation de potagers et les travaux printaniers à faire pour avoir un beau jardin cet été. Alors, merci d'être là. On va s'en parler en long et en large. En fait, je veux vous entretenir sur les jardins en bac. Je veux vous entretenir sur les jardins en plein sol. Puis si vous n'avez pas encore de jardin, de quelle façon on pourrait s'y prendre avec différentes stratégies possibles. Je tiens à remercier grandement la municipalité de Saint-Jean-de-Mata qui offre aux Matalois et Mataloises cette petite conférence, mais bien qu'elle sera disponible sur Internet, alors at large, merci à la municipalité de Saint-Jean-de-Mata. Je me présente. Moi, c'est Jasmin Lafortune de la coop de solidarité Jardinon. Je suis animateur horticole sous le nom de Monsieur Jardin. Je jardine un peu partout dans la Naudière et je ramasse les trucs de grand-mère et en fait, pas juste ceux des grand-mères. Je jardine et je suis un vulgarisateur. Alors, tous les trucs que je vais vous donner là, c'est quelqu'un d'autre qui me les a donnés en quelque part. Et me voici dans mon premier jardin collectif qu'on va revoir un peu plus tard quand on l'implante, là, ce jardin-là. Si vous n'avez pas de potager encore, alors je vous invite à une stratégie. Le réflexe que je vois souvent, ça va être de faire un jardin dans le fond du terrain. Puis là, ce que ça donne, c'est que aller jardiner est un détour. On doit vraiment se déplacer pour dire, bon, là, je m'en vais au jardin. Euh, à l'inverse, une stratégie que j'aime adopter, ça va être de voir le jardin le plus près de la maison. Dans le plus beau des scénarios, je dirais un jardin, pour ceux et celles qui prennent leur voiture 2 fois par jour pour aller travailler puis revenir, s'il y a des plantes légumières qui se retrouvent entre le stationnement et la porte d'entrée de la maison, ça va faire en sorte que 2 fois par jour, vous allez voir votre potager, les légumes pousser, puis s'il y a quelque chose à y faire. Ça ne sera pas un détour, ça va être dans votre face. Ça, c'est vraiment une stratégie que je propose aux gens si votre jardin n'est pas encore fait. Aussi, j'invite les gens à voir le jardinage comme quelque chose qui peut être partout sur le terrain. Pas obligé de faire un carré où est-ce que toutes les plantes légumières sont là puis les fleurs sont ailleurs. Ce que ça apporte, c'est que, par exemple, j'invite les gens à utiliser le mobilier ou les microclimats qui peuvent se retrouver sur leur terrain. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a une vieille clôture sur votre terrain? Une clôture, c'est le fun d'y faire grimper des concombres, des courges. Est-ce qu'il y a un mur de briques? Est-ce qu'il y a une grosse roche? Est-ce qu'il y a une base en béton à votre maison? Parce que le béton, ça va emmagasiner de la chaleur toute la journée. Puis, rendu au soir, ça va la diffuser pendant qu'il n'y a plus de soleil. Ça, ce que ça fait, si on est à 2 pieds d'une base de béton, ça crée un microclimat qui est très chaud. Et c'est parfait pour les piments forts, c'est parfait pour les tomates, c'est parfait pour les aubergines, ces plantes-là qui sont habituées aux plantes, aux chaleurs tropicales. Donc, c'est une invitation, c'est une stratégie que je vous invite à faire, à réfléchir quand que vous allez dessiner votre potager. Ici, en photo, on voit une petite spirale de fines herbes. C'était pour montrer un peu l'idée que les briques peuvent jouer en notre faveur. Puis des courges spaghetti, et quand ça grimpe, les courges spaghetti vont se faire un coton assez fort pour se supporter elles-mêmes. Donc, n'hésitez pas à faire grimper vos courges. Vous n'avez pas de potager encore, et puis vous vous posez la question, comment vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire avec votre gazon? Alors, quand on décide de faire un plus grand jardin, les bacs, on va en parler plus tard des bacs, mais les bacs, c'est le fun, mais ça fait quand même des jardins un peu plus petits. Sinon, il faut investir un peu plus. Rendu là,
je pense que jardiner, c'est un bon investissement, mais au niveau monétaire, je veux quand même le mettre dans la mathématique. Euh, je vous explique la technique permacole. Connaissez-vous la permaculture? Euh, Allez faire des recherches là-dessus sur YouTube, je vous invite. L'idée, c'est que moi, euh, comme plein d'autres, détourber, on n'aime pas ça. Puis, c'est une job assez ingrate, détourber, virer de la tourbe, l'enlever ou quoi que ce soit. Puis, en fait, au final, il y a quand même une partie de matière organique dans cette croûte de gazon-là qui, une fois décomposée, va être bon pour notre sol. Une technique, si on a un sol pauvre chez nous, par exemple, vous habitez dans un développement récent, ce qu'il va y avoir autour de votre maison, ça va être du sable. Puis, ça ne sera pas un sable très riche. Donc, votre sol est très pauvre, peut-être que ça vous tente de vous acheter un voyage de bonne terre. Puis là, on prend notre gazon, on étouffe avec du carton. Là, il faut qu'il y ait zéro petite bande de gazon qui ressort. Il faut que ça soit étanche. Et on met un bon 12 pouces de terre par-dessus ça. Et là, ce que ça va offrir une irrigation, un drainage comme très bien fait. Et on se rajoute une bonne terre. Donc déjà là, on sait qu'on va jardiner avec quelque chose de bon. Plus que la terre est bonne, plus qu'on va avoir de la production. Puis la productivité, personnellement, je vis ça comme du plaisir. Tu sais, plus que c'est productif, plus qu'il y a du plaisir. Fait que ça va être une technique qui va nous donner la chance de ne pas avoir à rotoculter, ni dans un sens à détourber. C'est une technique qui va quand même nous coûter un troc de terre. Il faut quand même y penser. Il va y avoir la technique traditionnelle, un rotoculteur. Il y a cette volonté en permaculture de ne pas trop brasser le sol. On ne veut pas travailler trop le sol parce que quand on le travaille trop, on y fait mal. Puis, avec réalisme, je dirais, je sais que les permaculteurs en général voient le rotoculteur comme le diable. Je l'ai dit comme ça. En fait, moi, je suis de ceux qui disent pour faire un jardin, pour implanter un potager, il n'y a quand même pas de mal à passer un couteau rotoculteur pour démarrer, pour le faire la première année. Après ça, on n'aura pas de besoin. Okay? C'est néfaste de le faire à chaque année. Mais en tant que tel, on commence. Puis là, si vous voulez, oui, vous pouvez enlever votre gazon. Mais encore là, le gazon, il propose quand même des bons nutriments. Mais si on le rotoculte, le gazon, il faut comprendre qu'il va avoir beaucoup de désherbage à faire. Les rhizomes, le gazon, c'est pas parce que tu le rotocultes qu'il va mourir. Il va repartir, tu sais. Fait que c'est à réfléchir. Quand même, je suis de ceux qui se disent m'en va le rotoculter pour avoir les nutriments dedans, puis je m'en vais le désherber bien comme il faut. C'est une façon de faire. Il faut être rigoureux. Et puis, la technique qui va être la moins chère, ça va être d'être patient. Si vous voulez une technique sur 2 ans pour faire un potager, puis là, ce que j'invite les gens, c'est de dire, voulez-vous agrandir votre jardin? Moi, la façon que j'ai d'agrandir mon jardin, ça va être en occultant. Occulter un potager, ça veut dire, tantôt on occultait avec du carton, mais on peut occulter avec une toile, n'importe quelle bâche qui est étanche. J'ai déjà occulté avec des 4x8, des vieux plywood que je ne voulais plus utiliser ou bien que j'avais récupéré d'une construction. Tant qu'on étouffe le gazon, puis là, en occultant, là, ici, on occulte, puis là, à un moment donné, il tombe la canicule. Là. Mais là, on va solariser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on enlève la toile ou ce qu'on avait utilisé pour occulter. Et en dessous, soit c'est mort, soit c'est tout blanc en train de chercher la lumière. Et là, on va y en donner de la lumière. Puis là, hop, le plus gros coup de soleil de sa vie, et il va probablement en mourir une bonne partie.
Rendu là, on va pouvoir soit réocculter pour le refaire une deuxième fois puis faire vraiment mal à la croûte de gazon, ou sinon on peut semer de l'engrais vert. Puis en semant de l'engrais vert, ce que ça va faire, c'est que les racines vont commencer tout de suite à manger cette croûte de gazon-là qu'on vient d'y faire très mal. Alors ça, là, la patience dans le jardinage, c'est ce qu'il y a de plus payant. Fait que si vous voulez y aller de cette façon-là, ça peut être une façon d'agrandir un jardin pour ceux qui en ont déjà un, ou bien ceux qui veulent commencer vraiment tranquillement puis qui voudraient juste semer de l'engrais vert cette année. Euh, En jardinage, il y a on tombe dans l'implantation, on est toujours dans l'implantation. L'idée, c'est que ici, et j'espère que vous voyez bien à l'écran, on a des buts. Alors, en bio-intensif, à la Jean-Martin Fortier, le jardinier maraîcher, qui nous met cette technique-là de l'avant beaucoup. Ce qui est vraiment le fun, ça va être d'avoir des buts de 30 pouces de large. 30 pouces, là, ça permet d'enjamber notre rangée de jardin, puis des allées d'à peu près 18 pouces. Okay? 12 pouces, c'est un peu petit, 18, là, ça commence à faire quand même bien. Okay? Puis avec ça, l'idée, c'est qu'on va toujours mettre les pieds à la même place. Okay? On ne va jamais mettre le pied sur une butte. On va toujours mettre le pied dans les allées. L'idée, c'est de ne pas compacter le sol. Les racines veulent un sol meuble. Donc, ça va être une façon. Et là, comprenez bien que on peut y aller dans un sol qui est sableux. Ça va donner le défi qu'il n'y aura pas d'eau qui va rester dans notre sol. Déjà que le jardin est à plat, là, il n'en reste pas beaucoup. Si on commence à faire des buttes, là, il ne faut pas la faire haute, la butte. En argile, là, on peut se permettre de faire des buttes un peu plus hautes parce qu'on veut que le surplus d'eau puisse partir. Ce que j'aime beaucoup là, avec les enfants, c'est que ça vient rendre la chose un peu plus simple de où mettre le pied, où pas mettre le pied. Puis, mettons, d'autres façons, la façon traditionnelle de jardiner, c'est une rangée de carottes, 12 pouces pour mettre le pied. Une rangée de carottes, 12 pouces d'allée pour mettre le pied. On finit par avoir un jardin où est-ce qu'il y a plus d'espace pour mettre les pieds que d'espace pour les plantes. Tandis qu'ici, on va mettre sur 30 pouces, on peut y aller facilement avec 4 rangées de carottes. Puis, on peut faire 48 pouces de butte, mais c'est parce qu'à un moment donné, on ne peut plus l'enjamber. Puis, ça devient difficile d'atteindre le milieu de notre butte sans avoir à piler dessus. Fait que, à réfléchir dans le plan de jardin. Mais c'est une façon très à la mode, je dirais, de jardiner. Ça va très bien. Si vous voulez jardiner en bac, les bacs potagers, que ce soit à terre ou debout, il y a vraiment un plaisir. Ça coûte un peu plus cher, mais j'adore jardiner debout. Et là, ici, peut-être vous reconnaissez, c'est le jardin derrière l'hôtel de ville à Saint-Jean-de-Mata. Des beaux bacs en cèdre sont vraiment jolis. Et puis, ça, parlons-en, le bac qui va être surélevé, il faut comprendre que le bac ne communiquera pas avec la terre. Okay? La microbiologie, en hiver, elle s'en va un petit peu plus loin, un petit peu plus creux, puis au printemps, elle va remonter. Puis, dans un jardin qui est en bac, elle ne pourra pas faire ça. Donc, elle va geler au complet. Puis, ça l'enlève, tranquillement, pas vite, de la vie dans notre jardin. C'est à prendre en considération au niveau de la fertilisation et on va en parler plus tard. Et puis, ça a aussi le fait que l'eau, le soleil, lui, il va être capable d'aller de toutes les... pas de tous les côtés, mais il plane beaucoup plus sur le jardin, donc il va falloir arroser un peu plus dans un jardin en bac. Mais le fait de jardiner debout, c'est vraiment le fun. Puis, c'est le fait d'arroser plus, c'est pas plus de temps de jardin parce qu'on désherbe moins. Fait que choisissons la tâche qu'on préfère.
Ici, jardin pédagogique à Saint-Ambroise de Kildare, c'est des bacs qui sont en pruche et qui sont directement déposés au sol. Pour les enfants, là, c'est ce qu'il y a de plus le fun. Je dirais, là, c'est clair, tu mets pas le pied dans la boîte, puis c'est très, très... moi, je fais des bacs de 3 pieds de large. Encore là, c'est pour réussir à atteindre le milieu du bac sans trop de difficulté. 4 pieds de large, ça commence à être un peu plus dur sur l'ergonomie de la chose. Puis, entre deux bacs, je vais mettre 3 pieds aussi, pour qu'on puisse être deux personnes qui puissent se, se croiser dans un allée. Si on met des bacs à 18 pouces de distance, là, ça devient plate. Mettons, tu as une personne de chaque côté de toi, tu es comme encloîtré dans ton allée, tu peux pas sortir à réfléchir quand que vous allez installer vos bacs. Moi, niveau qualité-prix, ça va être la pruche. J'utilise beaucoup la pruche pour jardiner. Ça coûte pas très cher et c'est bon très longtemps. C'est aussi bon que du cèdre en termes de longévité. Le cèdre, par exemple, il est plus doux, il a un grain plus fin, et puis aura c'est plus joli, ça fait une meilleure finition. Donc, mais au coût, c'est à peu près le double du prix à la planche si vous voulez construire votre bac. Mais libre à vous de magasiner. Il y a des gens qui en font des bacs. Puis, mais vraiment, je déconseille le pain. Mais si vous voulez le faire en pain, je vous invite à le prendre traité. C'est ça qui est le fun avec la pruche ou le cèdre. Tu n'as pas besoin de traiter ça. C'est fait pour durer longtemps, même aux intempéries. Donc, j'essaie toujours de minimiser le nombre de produits chimiques que j'utilise. Libre à vous de voir si cette stratégie-là vous tente. Mais ça reste que, si on prend du bois traité à la quincaillerie, qu'on met à l'intérieur du bac un polythène, faites attention, ça prend des trous dans votre bac. C'est très important. Ça n'a pas besoin d'être des gros trous, mais mettons sur un bac de 6 pieds de long, sur à peu près, je sais pas, 2 pieds ou 3 pieds de large, je vais prendre, mettons, je sais pas moi, 5-6 trous, à peu près gros de 1 cm. Ça n'en prend pas tant que ça, mais ça n'en prend pour que le surplus d'eau puisse sortir. Donc, les bacs potagers, ça l'offre vraiment. C'est un petit peu plus cher, mais c'est un bel investissement. Là, on a réfléchi un peu à de quel type de façon, soit un rotoculteur, soit on achète de la terre, ces choses-là. Mais là, on a un potager, mettons vous en avez déjà un qui soit en bac ou quoi que ce soit. On arrive dans les travaux printaniers. On va travailler le sol, on veut aérer le sol. On doit réfléchir à minimiser ce travail-là. Si on le travaille trop le sol, c'est pas bon. Rotoculter à chaque année va tuer la matière organique, tuer les micro-organismes, c'est pas bon. Et puis même du monde qui rotoculte au printemps puis à l'automne, c'est comme c'est too much. C'est vraiment pas nécessaire. En fait, on se tire dans le pied. Rotoculter autant que ça, ce que ça fait, c'est que ça remonte des semences à la surface. On ne veut pas désherber plus. Aussi, quand il y a des rhizomes d'herbe, mais encore là, ça va les multiplier. Ça, on ne veut pas ça non plus. Puis, comme j'ai dit, les micro-organismes et tout, là, si tu n'aimerais pas ça qu'on brasse ta maison puis la virer à l'envers 2 fois par année, les micro-organismes non plus. Imagine-toi donc. Donc, pour minimiser, mais travailler, on veut quand même aérer le sol parce qu'avec l'hiver, la neige, la pluie, la glace, ces choses-là, il y a quand même une compaction qui se fait. Et ça va être important d'aérer pour qu'il y ait plus de facilité au niveau des racines. Alors, une grelinette, c'est de plus en plus, on voit des grelinettes à vendre. Je me rappelle d'une femme d'un certain âge, maigre comme un pou, qui voulait vraiment une grelinette. C'est à la mode, ça aussi, une grelinette, mais il faut comprendre que c'est quand même un gros outil. Puis ça va être intéressant pour jardiner en planche de 30 pouces. Puis, tu sais, pour un petit potager, une fourche, ça va faire la job. Une pelle ronde, ça va faire la job. OK? Donc, je vais revenir à ma petite image de tantôt.
celle-là ici. Yves Gagnon, le jardin écologique, va nous proposer une technique assez simple pour aérer le sol. Vous prenez une brouette, imaginez que vous voulez virer le sol de cette butte-là ici. Vous prenez une brouette, puis vous allez remplir de terre, là, vous prenez votre pèleron, là, puis vous allez tout simplement prendre une petite bordée ici là, de terre. Puis après ça, vous la laissez dans votre brouette, OK? Puis vous allez avancer, puis vous allez juste prendre une pelletée de terre, la virer de bord. Une pelletée de terre, la virer de bord. Pas besoin d'aller à 30 cm de creux, là. Tu sais, je veux dire, 20 cm, ça va commencer à faire pas mal, là. Puis, vous virez ça pour que toute votre planche, elle soit virée. Là, vous comprenez bien qu'elle est rendue au bout, là, il va vous en manquer de la terre parce que vous allez toujours avoir tassé la terre du même bord. Vous prenez votre brouette et vous allez la mettre à l'autre bout de votre rangée, tout simplement. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez aéré le sol directement partout sur votre planche. Vous pouvez aussi piquer avec la fourche puis soulever sur place. Ça peut faire la job aussi, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est vraiment qu'on aère, puis en faisant ça, ça va être en masse là, pour la majorité de nos légumes. Chez nous, on fait ça, on est dans l'argile, puis on réussit quand même à avoir des carottes. Fait que dites-vous bien qu'il ne devrait pas avoir de troubles chez vous non plus. Donc, aérer le sol, c'est impératif au printemps. Ça va être le premier travail qu'on va faire. OK? Pour les sols argileux, il faut quand même attendre que le sol se réchauffe un brin. Donc, s'il y avait un paillis sur votre jardin, à la fin, mi-avril, en fait, aussitôt que votre paillis est rendu dégelé, c'est intéressant d'aller enlever le paillis sur votre jardin. Je sais qu'en permaculture, on dit qu'on ne veut pas que le sol soit à nu, mais il y a ces petites 2-3 semaines-là là, où est-ce que ça serait le fun que le sol se réchauffe plus vite, puis d'enlever le paillis, ça va permettre d'enlever la couche d'isolation qui cache du soleil. Fait que, moi, ce que je fais, je mets mes feuilles, puis je les mets dans mon allée. Le sol se réchauffe, puis après ça, quand j'arrive pour planter, je vais remettre les feuilles. Après avoir travaillé mon sol. Alors, on a travaillé notre sol. On va vouloir fertiliser. Là, je ne peux pas vous donner aucun truc sur les petites poudres bleues chimiques que vous pourriez utiliser pour fertiliser vos plantes. J'en utilise pas de produits chimiques. Je ne suis pas de ceux qui aiment empoisonner ces légumes. Donc, on parle de compost quand on parle de fertilisation. On veut du compost. Puis, j'inscris ici, le jardinier nourrit le sol et le sol nourrit les plantes. C'est la vision permaculture, là. L'idée, c'est que si on a un sol en santé, nos plantes vont être en santé. Donc, au printemps, on va prendre du compost mûr. Ça, du compost mûr, là, c'est de dire les sacs de compost que vous avez au centre jardin, c'est du compost mûr. Okay? Donc, ça, là, du compost mûr, ça vaut rien à l'automne. Tu ne mets pas ça à l'automne. C'est de la nourriture pour les plantes, beaucoup, le compost mûr. Le compost jeune, par exemple, un fumier qui n'est pas composté, ou vos restants de table, ces choses-là, ça, là, on peut mettre ça à l'automne, parce que les micro-organismes vont le digérer, puis on va avoir le plaisir de le manger pendant qu'il n'y a plus de plantes à l'automne. Mais au printemps, on va mettre du compost mûr. Puis, comprenez que le compost mûr, c'est rempli de micro-organismes. Donc, ça ne veut pas être trop creux dans le sol, ça va manquer d'air. Fait que, ça ne va pas à 2 pieds dans le sol, là. C'est inutile. Mais ça ne veut pas être au soleil non plus. Donc, si on laisse un compost directement sur le dessus de notre jardin, on va manquer une chance de faire une bonne fertilisation. Les micro-organismes vont mourir en bonne partie parce qu'ils n'aiment pas ça être au rayon du soleil. Donc, on veut qu'il soit enfoui environ à une dizaine de centimètres. Un râteau, ça va bien faire la job pour faire ça. Puis en même temps, le râteau, après avoir soulevé puis aéré le sol, on va vouloir égaliser notre terrain. Donc, les mottes qu'on va vouloir émietter, égaliser tout ça, puis on va faire ça tout en one shot avec le râteau. Pour les quantités, alors là, si vous avez un grand jardin,
100 mètres carrés, un sol argileux. Et là, je prends ça de Yves Gagnon, encore une fois, de son livre Le jardin écologique. L'idée, ça va être que pour les sols argileux, puis pour les plantes frugales. Frugales, c'est pour dire ils n'ont pas besoin de beaucoup ils n'ont pas beaucoup besoin de fertilisation, pardonnez-moi. Par exemple, des carottes, ça a vraiment moins faim qu'un plant de tomate. Okay? Il y a toute une logique comme quoi, là, brièvement, si on a besoin de nourrir ce qu'il y a après une fleur, qui est un fruit, okay, au niveau biologique, ben une tomate, ça demande beaucoup plus qu'une racine. La racine, la feuille, c'est la première chose qui arrive sur une plante. Donc, avoir une feuille de laitue, c'est pas compliqué. Avoir une feuille peu importe, c'est vraiment moins compliqué que d'avoir, par exemple, le fruit, ben, il vient après la fleur qui a été fécondée, il vient après la tige, après la racine, après la feuille. Donc, comprenez que la grande logique, elle est là. Donc, dans votre planification de jardin, si vous faites un plan de jardin, on peut réfléchir à notre fertilisation de cette façon-là. Donc, et puis pourquoi en sol argileux? Ben, le sol argileux, ça garde la matière organique, ça garde les nutriments. Donc, on peut en mettre un petit peu moins. Un grand jardin de 100 mètres carrés, on va y mettre une demi-tonne, 500 kg de compost. Alors là, je me suis dit, on va faire une petite conversion pour des petits potagers. Ça va être à peu près 5 kg au mètre carré. Puis là, tantôt, je suis allé, je me suis dit, bon, ça veut dire combien ça? J'ai pris une chaudière 5 gallons, qui est à peu près une poche de compost conventionnel qu'on achète là, directement dans les centres jardins. Bien, ça va donner à peu près une demi-poche au mètre carré. Okay? Puis si vous voulez le savoir en épaisseur, bien, ça donne à peu près 1 centimètre de compost par mètre carré. En fait, le centimètre, c'est pas au mètre, c'est partout. Mais vraiment, ce que ça donne, c'est une demi-poche au mètre carré. Vous voyez ce que ça donne. Ça, c'est quand on veut fertiliser, juste un petit peu. Puis, pour les sols sableux puis les plantes exigeantes, les tomates, les patates, ces choses-là, les concombres, mais là, on va y aller, on va en mettre le double. Donc, 1 tonne pour 100 mètres carrés, 10 kg par mètre carré, une poche par mètre carré, une chaudière, là, un 5 gallons par mètre carré ou 2 cm d'épaisseur sur notre jardin. Alors, et là, ça c'est pour les jardins en plein sol. Si vous avez jardiné en bac, je reviens à ce que je disais tantôt, la vie dans un bac fermé qui ne pourra pas, il y a un fond, là, le bac est surélevé, il y a un fond. Ce jardin-là, on va vouloir renouveler la fécondité des micro-organismes. Et ça, là, ça veut dire qu'à peu près aux 3 ans, on va enlever le tiers du terreau qui est à l'intérieur du bac, puis on va changer ça pour du compost. Ça va réanimer la vie dans le sol. Puis là, ça, c'est... Comment je dirais ça? Il n'y a pas une mathématique très scientifique de la chose. Vous pouvez en enlever un quart aux 2 ans. Mais ça dépend aussi de quel type de légumes vous voulez faire pousser là-dedans. J'ai mis des petites images pour donner des exemples de jardins. Ça n'a pas besoin d'être gros, un jardin. Là. Un bac en plastique, là, ça fait un très beau jardin. Puis, connaissez-vous les Smart Pots? Il y a du fun à se faire avec ces pots en géotextile-là. Il y a l'avantage dans ces types de jardins-là, évidemment, il va falloir qu'il y ait des trous, hein, je l'ai dit tantôt. Il y a l'avantage d'une aération parfaite pour les racines. Les racines ont besoin d'air, ça respire les racines. Donc, à réfléchir. Dans nos travaux printaniers, on va réfléchir à mettre du paillis. Et là, l'erreur du débutant que j'ai déjà faite, okay, c'est de planter et de se dire, je vais mettre mon paillis après. C'est vraiment plus facile de mettre le paillis, okay, puis de planter après. Donc,
On a aéré notre sol, on a mis notre compost, on a passé le râteau, on a émietté, on a mélangé le compost pour qu'il rentre dans le sol. C'est rendu égal. Et là, on serait rendu. Là, il y a la technique de mettre du papier. Si vous avez la chance. Papier journaux, par exemple. Ça va être le fun, là, mettre du papier par-dessus ça avant de mettre notre paillis. Ça peut être intéressant. Ça l'empêche les mauvaises herbes de lever. Ça donne cet avantage-là, c'est le fun. Là, à Saint-Jean-de-Mata, il y a quand même pas mal de monde qui sont aviculteurs, okay, qui ont des poulets. Puis là, je vous invite, faites aller votre réseau, là, parce que les gars de poulets, pour nourrir les poussins, ils ont des genres de grands papiers essuie-tout de 3 pieds au moins de large, là, minimum. Et puis, ça, là, c'est pas mal plus le fun à utiliser que du papier journal, que c'est toutes des petites feuilles, là. C'est comme tu déballes un papier, puis ça y va au toast. C'est vraiment le fun à utiliser. Moi, j'en mets dans mes jardins. Je mets ça avant de mettre mon paillis. Pour être sûr que le papier ne parte pas au vent, je vais y mettre un petit peu de terre par-dessus, puis je vais le mouiller, puis après ça, même je vais mouiller mon paillis souvent. Si c'est de la paille, de blé, par exemple. Les paillis, là, il y a bien des raisons. Okay? D'un, il y a moins de mauvaises herbes. Quand c'est plus dur aux mauvaises herbes qui arrivent par le vent de s'installer, c'est plus dur aux mauvaises herbes qui essayent de pousser par en dessous. Ça va garder l'humidité dans le sol, donc moins besoin d'arrosage. Et puis, ça nourrit les micro-organismes. Il faut comprendre que les micro-organismes ne veulent pas être au soleil, donc ils ont une couche par-dessus, puis quand ils ont faim, ils vont la manger quand elle va se décomposer tranquillement. Et j'écris aussi que ça augmente la population des limaces. Il faut faire attention. Le pays, c'est super le fun, mais un été qui va être trop pluvieux, ben il faut y réfléchir à ça. On veut pas, on veut pas avoir des problèmes de limaces, donc quand il y a un été trop pluvieux, je vais enlever mon pays un petit brin, puis je vais les éloigner mes plantes, mes choux surtout. Alors, il y a différents types de paillis. Si vous avez des feuilles, moi j'adore utiliser les feuilles d'érable et tout. Il y a des feuilles, les feuilles de chêne sont plus dures à décomposer, mais c'est quand même pas si pire. Les feuilles, on va vouloir passer la tondeuse dessus, ça va faire une meilleure job. Mais si vous n'avez pas de tondeuse, c'est pas grave, ça va se décomposer. Il faut juste faire attention. À un moment donné, à certains moments, des fois ça se compacte, puis là, au lieu de se décomposer, ça va moisir. Là, on tombe en un autre type de processus de décomposition qui n'est pas bien le fun. Donc, quand ça arrive, on va donner un coup de pelle, un coup de râteau, ça va se défaire un peu, puis ça va être correct. À réfléchir. Le paillis de saule. Si vous avez la chance d'avoir un paillis de saule, ça, c'est comme le best. Okay? Ben, je dis du paillis de saule, en fait, on va parler du BRF, du bois raméal fragmenté. Ce que ça donne, c'est que le bois raméal, c'est qu'il est encore vert, il est vivant, puis ça va susciter beaucoup de micro-organismes, ça va faire de la vie, de la fécondité dans notre sol, c'est ce qu'il y a de best. On doit faire attention au bois résineux. On peut utiliser du paillis qui est résineux, mais pas trop, puis pas trop souvent. T'sais. Une fois de temps en temps, dans l'allée du jardin, ça peut être pas si pire, mais en fait, ce que le résineux, il est acide, ça l'acidifie le sol, puis c'est vraiment pas parfait pour un potager. Donc, pour les plantes ornementales, c'est un moindre mal, mais à un moment donné, il ne faut pas se poser la question pourquoi il y a de la prêle partout dans notre plate-bande. La prêle, c'est là quand que le sol est acide. Donc, pour les potagers, le paillis de saule ou de bois, de feuillus, en fait, c'est ça l'affaire. Puis, la paille de blé, c'est super le fun à utiliser. Moi, j'aime bien ça. C'est souvent plus facile à trouver que du BRF, du paillis de saule, mais la paille de blé, il y a souvent de la semence de blé dedans.
Puis, tout dépendant de comment que l'agriculteur a fait sa coupe, il faut comprendre que ça se pourra que ça soit quand même un petit brin plein de semences, puis on se retrouve à devoir désherber du blé. Mais pour moi, désherber du blé, c'est plus facile que de désherber du chien-dent. Fait que je me dis, le blé, ça me dérange moins. À voir comment vous trouvez votre expérience, puis comment l'agriculteur du coin a coupé son blé. Voici, ça c'est le jardin qui était en début de conférence tantôt. Désolé, elle n'est pas super, elle est floue un petit brin, mais je trouve quand même qu'elle donne un bon exemple. Toute la paille neuve, on a pris le temps de greliner nos buts, on a tout mis notre pays, on a mis notre compost, on a mis notre papier d'aviculteur, puis on a mis notre pays par-dessus. Et là, on va être prêt à planter. Quand on va arriver pour planter des carottes, je vais enlever une bonne partie là, dans ces années-là. On ne l'avait pas encore mis dans notre procédure, je dirais. Mais l'idée, c'est que pour des carottes et des légumes qui vont partir de la semence directement, il va falloir tasser quand même la paille. On va se laisser un espace parce qu'il faut comprendre que de la paille, ça va partir au vent. Puis s'il y a un gros coup de vent puis ça tombe sur tes semences de carottes, tes carottes vont en faire de la misère. Donc, le sol à nu, c'est le moins possible, mais quand tu pars des semences directement, tu vas laisser une petite place à nu pour que ça soit plus facile. Et puis, si j'arrive pour transplanter quelque chose, je vais carrément faire un trou dans mon papier, je vais tasser la paille, je vais planter, puis je vais remettre la paille quand même. Aussitôt que la plante, là, je la sens assez forte pour manger un coup de paille que le vent pourrait y apporter, je vais tout retasser la paille près du plant. Puis, la plante va adorer ça. Donc, c'est une façon de faire pour implanter notre jardin. Aussi, j'invite les gens à réfléchir leur tuteur tout de suite en début de saison. Ça, c'est un tuteur que j'aime. Les tutorés des tomates, moi, ce que j'aime, c'est quand je me fais une base en bois puis je vais faire descendre des cordes. Ça, tutorer des tomates, je pourrais vous en parler pendant 1 heure directement. Ça va être pour une autre fois. Mais l'erreur du débutant, que j'ai déjà faite, ça va être de se dire, rendu quand il y a des tomates, « Ah, on va me planter un poteau, on va commencer à tutorer ça. » La plante, elle n'aimera pas ça. OK? Fait que je t'invite à tout de suite penser à mettre ton tuteur aussitôt que tu transplantes. Ou même, je mets mon tuteur, je mets mes semences de concombre dedans, au pied, tu sais, tout de suite. Comme ça me dit que je vais avoir un concombre qui va pousser là, puis je ne dérangerai pas la plante quand j'arriverai là, pour me dire, OK, il serait temps qu'il soit tutoré. Avec tout ça, le jardin il est prêt à être planté. Donc, début mai, on peut planter les radis, les oignons, la laitue, les pois, les épinards. Il faut comprendre là, que de la laitue, ça a de la sève salée, puis ça ne craint pas le froid. Okay? Ça peut vivre sous le point de congélation. Bon, pas un -20 là, quand même, là, mais c'est pour ça qu'à début mai, habituellement, si votre sol il est chaud, il ne devrait pas avoir trop de troubles. Mi-mai, carottes, betteraves, choux-raves, patates, ces choses-là, on plante ça dans le sol, il n'y a pas de problème. Le temps que ça germe, le temps que ça pousse un peu, il va se faire plus chaud puis il n'y aura pas de problème. Fin mai, maïs puis les transplants de tomates avec protection. Okay? Donc, si vous voulez avoir si vous faites le concours de la plus grosse tomate là, avec votre voisin, là, il va falloir planter votre plant de tomate un petit peu plus vite. Puis, s'il annonce un risque de gel, on va l'abrier. Okay? C'est à réfléchir dans est-ce que ça vous tente de le faire. Si ça ne vous tente pas de le faire, cette année, la pleine lune du 4 juin, c'est Saint-Jean-de-Mata, là, va falloir regarder si excusez, si il n'y a pas de nuages, rien, il y a plus de risque de gel au sol. 4 juin, 5 juin, 6 juin. Là, après ça, là, la pleine lune, ça a un effet sur
le froid la nuit, ok? Remarquerez ça, là, maintenant que je vous l'ai dit. À voir autour du 6 juin, il ne devrait plus avoir de risque de gel au sol. Là, il faut comprendre qu'avec les changements climatiques, on a fucké le climat. Fait que il faut quand même regarder Météo Média, puis c'est un vieux truc de grand-mère, puis ça marche, je dirais, 8 années sur 10 au moins, mais une fois de temps en temps, ça marche pas. Fait que regardez Météo Média, on veut plus qu'il y ait de risque de gel au sol. Début juin, on va pouvoir aussi là, planter nos haricots, nos courges, nos concombres, nos melons, nos citrouilles en semences directement. Puis comme je disais tantôt, on va transplanter là, tomates, poivrons, fines herbes, ces choses-là que on ne veut pas qu'ils gèlent, ces choses-là. Okay? Alors, sur ce, c'était ma petite conférence sur l'implantation et puis les travaux printaniers. Je vous invite sur le groupe Facebook Jardinons. Si vous avez des questions, venez nous les poser. On va avoir un plaisir de vous répondre. Pour une encyclopédie de jardinage que j'aime bien utiliser, Espace pour la vie.ca. C'est le Jardin botanique de Montréal. C'est quand même pas une référence à moitié. Là, c'est une bonne référence. On aime bien ça l'utiliser. Il y a les jardins de l'Écoumène aussi. Ils ont l'Écou Info sur leur site web. Ils ont pas mal d'infos bien intéressantes. D'ailleurs, un calendrier de culture que je vous invite à aller downloader. Puis, tantôt, j'en ai parlé. Je fais toujours cette invitation-là. Allez rechercher permaculture sur YouTube. Ça peut nous emmener ailleurs là, dans le jardinage. Vraiment, là, ça apporte bien des réflexions. Je prends le temps pour terminer de remercier encore Saint-Jean-de-Mata, puis pour vous dire, nous sommes la coop de solidarité Jardinons. Donc, il y a des membres jardiniers, il y a des membres fournisseurs, il y a des membres de soutien. Ça, c'est ceux qui ne veulent pas se mettre de la terre en dessous des ongles. Eux autres, on les remercie pareil, on leur donne des bons légumes. Puis, il y a les membres travailleurs dont je fais partie. Alors, il y a même hier là, une nouvelle membre de Saint-Jean-de-Mata. Je la salue, puis tout le monde est bienvenu à devenir membre. On donne des rabais, des cadeaux, des choses comme ça. Puis on donne des conseils. Alors, notre mission, c'est de rendre le jardinage accessible à tous et toutes. Et puis, on veut supporter des groupes de jardiniers partout. On commence dans l'Anaudière, là, mais on s'exporte un peu plus loin que ça déjà. Et puis, sur ce, coopjardinon.com, vous pouvez venir voir la page Facebook de M. Jardin. Je suis aussi sur Instagram. Ce fut un plaisir de vous parler d'implantation de jardin. Je vous souhaite une belle saison de culture, des belles récoltes, ben du fun. Bonne journée à vous!